Bonjour et bienvenue dans l'émission Pisser sous la douche ne suffira pas. C'est une émission de Time for the Planet, le mouvement citoyen qui décarbone l'économie et auquel tout le monde peut participer. On est aujourd'hui avec Emmanuel. On va se poser la question de est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Et c'est aussi le titre de ton livre. Donc pour commencer, Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc en 2 mots, je m'appelle Emmanuel, j'ai 39 ans, j'ai fait diverses choses dans ma vie dans l'informatique et ça fait 3 ans que j'ai créé un blog qui s'appelle Enquête écosophique, sur lequel j'essaye d'explorer des sujets complexes qui sont autour de l'écologie, mais de la science, de la politique, etc. Et mon premier grand sujet a été la population. C'est une des choses qui m'a frappé. Alors je pense comme beaucoup de gens, l'écologie m'est un peu tombée sur la tête il y a quelques années. Je me suis dit: Ça non, on fait pas ce qu'il faut et on n'est pas bien parti» et parmi les sujets qui peuvent paraître évidents et forcément problématiques et qui sentent le soufre, il y a cette question de la population, sur laquelle je suis arrivé. J'ai écrit un premier article donc là-dessus il y a 3 ans, qui a eu pas mal de succès. Et à la suite de ça, j'ai fini par écrire un livre, à force de lire et de réfléchir sur le sujet, donc qui est sorti il y a un mois, qui s'appelle Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, aux éditions Payot. Pourquoi tu as décidé de passer autant de temps sur la démographie et tu as décidé d'écrire ce livre spécifiquement qui en parle énormément? Alors, principalement parce que c'est un sujet où en fait ça manque, où le débat public est rempli d'idées reçues et d'idées fausses, et que c'est un sujet qui est particulièrement transverse. Alors, qui n'est pas purement démographique, mais mon livre, il est à l'intersection de la démographie, de l'environnement, de la philosophie, un certain nombre et de la politique. Et finalement, c'est quelque chose qui est peu étudié de cette manière transverse. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose à apporter à la fois au débat public et à la fois à la réflexion plus large, en faisant se parler différents domaines qui aujourd'hui, de domaines scientifiques qui aujourd'hui le font peu. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que nous avons une bombe population qui risque de nous exploser à la figure prochainement? Alors, cette bombe population, c'est un des termes qui a été utilisé historiquement par Paul Ehrlich dans les années fin des années 60, qui imaginait que la population allait exploser et que ses conséquences écologiques allaient être abominables. Alors, manifestement, cette bombe n'a pas explosé. Notamment, il n'y a pas eu énormément de gens qui sont morts de faim. En fait, la faim a plutôt diminué dans le monde, et la faim reste surtout un phénomène politique et économique. Est-ce que dans le futur, la bombe population va exploser? C'est peu probable. Alors, on n'a pas de boule de cristal sur l'avenir de la population humaine. Par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de tendances, notamment ce qu'on appelle la transition démographique, où les familles ont de moins en moins d'enfants quand les pays s'enrichissent, quand les gens s'urbanisent, quand ils s'éduquent, quand la mortalité baisse, etc. Et donc ça, on a cette tendance qui est à l'œuvre partout dans le monde, et donc qui fait dire aux démographes que la population va se stabiliser entre 9 et 11 milliards d'habitants au cours du XXIe siècle. Tu parles de transition démographique. Donc la transition démographique, est-ce qu'aujourd'hui tous les pays en sont au même niveau? Est-ce qu'il y a des différences entre les pays? Comment ça se passe dans le monde aujourd'hui, cette transition démographique? Alors effectivement, donc on a parlé de ce phénomène qui est très général. Il y a des différences entre les pays. La France est par exemple le premier pays qui a commencé sa transition démographique, et donc au XVIIIe siècle, les gens avaient 5 ou 6 enfants par femme en France, et sur 150 ans, ça a baissé peu à peu jusqu'à aujourd'hui, où on est autour de 2 enfants par femme. Donc ça, c'est le cas de la majorité des pays du monde, qui sont donc au-dessous de ce seuil de 2,1 enfants par femme qu'on appelle seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'il faut pour assurer la stabilité de la population. Et il y a beaucoup de pays qui sont un petit peu au-dessus, donc des pays un peu peuplés comme l'Indonésie ou autres, et il reste encore quelques pays qui sont nettement au-dessus, donc qui sont principalement en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et quelques pays du Moyen-Orient, comme l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, et donc qui eux ont plus. Mais dans tous ces pays qui ont une natalité plus élevée, la natalité est aussi en baisse.
Tu parlais de l'Afrique, donc par exemple, qui a pour l'instant une transition démographique qui n'est pas achevée et qui a donc un fort taux de natalité. On entend souvent en écologie que eh ben, ça ne sert à rien de faire quelque chose tant qu'en Afrique, ils font beaucoup d'enfants, etc. Est-ce que c'est vrai que la surpopulation, ce qu'on appelle la surpopulation en Afrique, et l'augmentation de la population dans ces pays-là est vraiment responsable de la crise écologique? Alors, ce terme de surpopulation est extrêmement délicat parce que il s'agit de juger combien il y a de gens. Est-ce qu'on pense qu'il y a une surpopulation à Paris parce que c'est une ville très dense? L'Afrique n'est pas extrêmement dense, et surtout, quand on regarde le sujet écologique, l'Afrique consomme très peu. C'est-à-dire que l'Africain moyen, par exemple, si on prend le bilan carbone, il a entre 10 et 100 fois moins que le Français moyen. Donc aujourd'hui, la natalité en Afrique est un facteur extrêmement secondaire, en particulier pour le climat. Ça se discute un petit peu plus sur des sujets de pollution locale ou d'accès à l'eau ou autres, mais là aussi, il y a beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres solutions, et des questions qui se posent, à quel point d'autres pays ont le droit de saboter un peu leur environnement comme on l'a fait dans les pays riches. Dans ton livre, tu parles d'une équation qui s'appelle l'IPAT et qui donc explique des choses sur l'écologie, la crise écologique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est cette équation? Et puis tu dis aussi qu'elle n'est pas forcément pertinente, donc nous expliquer pourquoi elle n'est pas forcément pertinente. Tout à fait. Alors cette équation qu'on appelle IPAT ou équation de Kaya, qui ressemble de manière, qui est une autre version, c'est en fait une décomposition donc de n'importe quelle pollution. Donc on va prendre par exemple les émissions de CO2, on les divise par personne, et après on les divise par le niveau de vie. Et donc on dit les émissions, donc le I qui est l'impact, c'est le produit de la population, P, de l'affluence, niveau de vie, et un facteur T résiduel qu'on appelle la technologie, mais qui en fait est tout le fonctionnement de la société. Alors, c'est une équation qui est intéressante parce qu'elle permet de diviser et d'avoir des facteurs qui sont plutôt clairs, sachant que la population, on sait ce que c'est, le niveau de vie, on sait bien ce que c'est. Et effectivement, c'est des facteurs importants dans toute l'écologie. Mais cette équation pose plein de questions. Alors, elle est forcément juste, c'est une division mathématique. Par contre, il y a plein de manières de l'interpréter plus ou moins bien. Donc, si on veut regarder les grandes limites, la première, c'est qu'on peut l'appliquer à n'importe quelle échelle. Donc par exemple, quand on calcule IPAT à l'échelle de l'humanité, on va mélanger les gens. Donc on a parlé de l'Africain moyen et du Français moyen. On va les mettre tous les deux, on va les compter dans 1, dans P, et en fait, à l'arrivée, ils ont des modes de vie extrêmement différents, ils ont des pollutions extrêmement différentes. Et donc ce genre d'équation va rester juste, mais néanmoins, elle va mélanger le détail de ces situations. Deuxième problème, il y a beaucoup de choses à dire sur ces indicateurs et sur la manière dont on les mesure. Bon, on sait toutes les limites du PIB, qui est l'indicateur qu'on donne pour le niveau de vie. L'indicateur technologie, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, il y a beaucoup de choses. Et enfin, la dernière limite, c'est que ces facteurs ne sont pas indépendants. On a envie de se dire avec cette équation que si par exemple on était 2 fois moins, on polluerait 2 fois moins. Mais en fait, si on était 2 fois moins, on serait dans un monde complètement différent. On le voit par exemple avec les pays. Si on prend les États-Unis d'un côté, l'Europe de l'autre, il y a des niveaux de vie qui sont assez proches, et pourtant, en termes d'émissions, l'Américain moyen, c'est 2 fois l'Européen moyen. Parce que c'est moins de densité, des cultures différentes, plus d'espace, une histoire différente, etc. Voilà. Donc les choses, peut-être à court terme, évoluent comme ça de manière simple, linéaire, mais en fait à long terme et pour des changements importants, ce qui en fait sont les objectifs de l'écologie, on ne peut pas utiliser ce raisonnement et considérer que les choses vont rester toutes choses égales par ailleurs, pareil. Aujourd'hui, les modèles démographiques, la plupart annoncent 10 milliards d'êtres humains en 2050. C'est une horizon où on est à peu près sûr sur ce qu'on va faire. Est-ce que ces modèles, ils prennent en compte la crise écologique déjà, les conséquences qu'elle va avoir? Et la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que à 10 milliards, on peut avoir un monde soutenable? Alors, est-ce qu'ils prennent en compte les conséquences? Pas vraiment. Alors déjà parce que c'est principalement des modèles démographiques. Et donc personne en démographie n'est capable d'intégrer les conséquences des crises écologiques, mais même ces conséquences des crises écologiques aujourd'hui sont
ne sont pas gravés dans le marbre, parce que par exemple on ne sait pas quel sera le réchauffement en 2050, et même pour par exemple un scénario de réchauffement donné, on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances, les conséquences, comment ça va se passer. Ça va dépendre complètement de la manière dont l'humanité choisit d'y répondre. Donc il y a des estimations aujourd'hui des morts par exemple potentielles du réchauffement climatique. C'est une échelle gigantesque parce que en pratique, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal là-dessus sur ce qui se passera. Donc c'est pas vraiment inclus. Est-ce qu'on peut avoir un monde soutenable à 10 milliards? Il y a peu de raisons pour lesquelles on pourrait avoir un monde soutenable à 8 milliards et pas à 10 milliards. C'est exactement les mêmes problèmes. C'est juste que on sera un petit peu plus de gens. Et donc concrètement, par exemple, au niveau du climat, on parle d'un objectif de 2 tonnes par habitant par an. Oui. Ça correspond à 10 milliards d'habitants en 2050. Voilà, c'est même un petit peu moins. C'est même un petit peu moins. Mais est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça ne veut pas dire revenir au Moyen-Âge? Est-ce qu'effectivement, c'est possible d'arriver à cet objectif-là? Rien de tout ça n'est simple. Tout cela demande des efforts relativement importants, donc qu'ils soient sur les niveaux de vie, la technologie, la coopération entre États, l'agriculture, tous ces domaines-là. Mais il y a aujourd'hui énormément d'études sur la manière dont on est capable de vivre dans un monde bas carbone. C'est tout à fait possible. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les efforts pour y arriver? Alors, est-ce qu'on revient au Moyen-Âge? Pas forcément. On va probablement se serrer la ceinture sur certaines choses comme les voyages en avion, la consommation de viande, ou qui sont juste insoutenables et pour lesquels on n'a pas de solution simple. Mais pour le reste, on peut tout à fait avoir un monde bas carbone où tout ce qui est le plus important a été préservé. On va laisser juste un petit peu de côté le climat, parce qu'il n'y a pas que le climat en écologie. Mais par exemple, tout simplement, est-ce qu'il y a une population maximale qui est soutenable si on part du problème tout simplement de l'alimentation et de l'eau, qui sont, on va dire, des besoins basiques de l'humanité? Est-ce qu'il y a un point où on ne peut pas être plus si on veut pouvoir nourrir l'humanité et avoir assez d'eau potable pour tout le monde? Alors effectivement, la nourriture, c'est non négociable. Si on veut avoir une certaine population, il faut la nourrir. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'études qui sont sorties sur comment nourrir la population en 2050, comment nourrir 10 milliards d'habitants, et il n'y a aucune limite dure. On a plein de manières de le faire, en étant plus productif, plus efficace, et en agissant sur 2 très grands leviers d'action qui sont la viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la moitié des céréales produites au monde vont à l'élevage, plutôt que directement à l'humanité. Si l'humanité devenait végétarienne demain, on libérerait d'un coup les 3/4 des terres utilisées. On résoudrait quasiment le problème de la biodiversité. Et l'autre grande question, c'est celle du gaspillage. Aujourd'hui, l'humanité gaspille à peu près le tiers, entre le tiers et la moitié de tout ce qu'elle produit comme nourriture. Donc que ça soit en début de chaîne dans les pays moins développés où la chaîne du froid, où les conditions de conservation ne sont pas très bonnes, ou plutôt en fin de chaîne dans les pays plus riches, où les gens jettent dans les commerces ou dans leur foyer. Il y a autre chose qui m'a intéressée dans ton livre, c'est que tu parles à un moment du paradoxe de développement, à propos de la baisse de natalité potentielle dans les pays. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce paradoxe de développement? Alors ce que j'ai appelé le paradoxe du développement, qui est un terme qui est un terme nouveau, c'est que on aimerait aider les pays pauvres à se développer, pour plein de raisons. Et notamment, ce développement va aider à la transition démographique et donc à la réduction de leur natalité. Sauf que ce développement va aussi avoir des effets écologiques. Et donc, le paradoxe, c'est qu'à l'arrivée, l'effet final, il peut être qu'il pourra y avoir plus de pollution à l'arrivée, même s'il y a moins de gens, eh bien la pollution totale pourra être plus forte. Ce qui n'est pas une bonne raison pour ne pas aider les pays plus pauvres à se développer. Par contre, c'est une bonne raison pour considérer que le levier d'action démographique en soi n'est pas forcément si pertinent.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la transition démographique et pour l'accélérer. Il y a des exemples qui existent. Par exemple, il y a eu la politique de l'enfant unique en Chine qui Tout à fait. est Alors, très connue c'est une dans le monde. accélération brutale, mais oui. Voilà. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que des politiques comme ça, elles sont réellement efficaces et surtout par rapport aux conséquences éthiques qu'elles soulèvent, est-ce que ça paraît quelque chose de raisonnable à faire dans des pays? Alors, elles posent plein de problèmes. Ce sont des politiques autoritaires qui d'ailleurs n'ont jamais été mises en place nulle part, un petit peu au Vietnam, mais voilà. Après, est-ce qu'elles ont été vraiment efficaces? Il y a encore un débat là-dessus, à savoir que donc cette politique de l'enfant unique en Chine, elle est arrivée en 79. Il y avait eu une politique des 2 enfants qui arrivait un peu avant et qui, elle, a baissé fortement la natalité, mais qui était aussi coercitive finalement, même si c'était pas exactement pareil. Et la politique de l'enfant unique a en fait eu beaucoup d'exceptions, c'est-à-dire que la Chine de l'enfant unique était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme. Alors, les chiffres sont pas forcément extrêmement fiables, mais l'effet n'a pas forcément été si fort par rapport à ce qui aurait pu se passer sans. Donc, c'est sûr que, en théorie, ça marche. Si on veut éviter les pires problèmes, comme par exemple en Chine, les infanticides de filles, etc., eh bien, il faut rajouter assez vite un certain nombre d'exceptions et de limites qui diminuent fortement son efficacité. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui ailleurs dans le monde? Absolument pas. Aujourd'hui, personne n'est prêt à ça. Donc au final, on a parlé de ces transitions démographiques, etc., de la population. Et est-ce que finalement, réduire la population, ou au moins la stabiliser, c'est un levier qui est important pour le climat et pour d'autres aspects écologiques? Alors, probablement pas vraiment. Déjà parce que la population met beaucoup de temps à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une forte inertie démographique liée au fait notamment que les gens vivant 80 ans, eh bien, même si aujourd'hui la natalité diminue, l'effet sur l'ensemble de la population va être très lent à arriver. Donc j'avais fait le calcul, si on applique demain l'enfant unique de manière dure en France, il faut attendre un peu avant 2100 pour diviser la population par 2. Par rapport aux objectifs du type neutralité carbone en 2050, on arrive beaucoup trop tard. D'accord, donc à court terme, ça ne paraît pas une solution. C'est pas une solution à court terme. Mais est-ce que sur le long terme, ce serait quand même quelque chose qu'on devrait faire pour anticiper des problèmes qui viendront plus tard ou Eh ben, pas forcément? c'est difficile à dire, parce qu'en fait, par exemple, sur le climat, l'objectif, il est maintenant. Donc si on arrive à atteindre un monde neutre en carbone en 2050, est-ce qu'on a des raisons d'être moins pour atteindre ce monde neutre en carbone plus tard? Pas vraiment, on l'a déjà. Donc alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi ressemblera un monde soutenable écologiquement de manière globale, pas que sur le climat, pas que sur certains sujets. Peut-être que dans 50 ou dans 100 ans, quand on saura et quand le monde sera d'accord, parce que évidemment il y a plein de visions différentes de ce monde et aujourd'hui les gens ne sont pas d'accord, peut-être qu'on estimera qu'il faudra qu'il y ait un petit peu moins de gens. Mais ça sera pour un objectif précis, pour un certain monde et en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres urgences sur lesquelles ça n'a pas vraiment d'impact. Sur le problème de la biodiversité qui aujourd'hui, dans ton livre, t'en parles, il y a un gros impact sur la biodiversité de plusieurs pays. Il y avait des propositions qui, par exemple, sont de sanctuariser des grands espaces. Est-ce que ça, c'est une solution qui serait intelligente et qui nous permettrait, même si on est beaucoup, d'avoir un impact moindre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place? C'est un sujet qui est extrêmement débattu sur la manière dont on peut protéger les espaces naturels, sachant que ce terme de naturel est extrêmement délicat. C'est-à-dire qu'il y a peu d'espaces vraiment naturels, que la plupart des espaces ont déjà été transformés plus ou moins par l'homme, et qu'on met une définition de naturel qui inclut ou pas certaines choses. Mais en fait, dans ce pas naturel, il y a des gens qui vivent de manière tout à fait compatible avec une forte biodiversité. C'est en fait tous les peuples premiers, primitifs, avec beaucoup de guillemets, etc. Ces projets de sanctuariser des lieux, en général, ils visent à les sortir de cet endroit. Alors qu'aujourd'hui, c'est les gens qui participent à ces écosystèmes et qui souvent les protègent. On voit par exemple en Amazonie, il y a ce combat des Indiens pour protéger leurs écosystèmes, qui ne sont pas des écosystèmes naturels, qui ont été des écosystèmes fortement transformés, mais qui restent compatibles avec une très forte biodiversité.
Donc ce que tu dis, c'est que c'est pas parce qu'il y a un être humain qu'il n'y a pas de biodiversité. Voilà, qu'il y a plein de manières de vivre différentes. Et pareil, quand on regarde sur la biodiversité les solutions, on va dire, pour avoir un monde plus de biodiversité, en fait, il y en a énormément, mais elles sont très différentes, elles sont très locales, elles dépendent des milieux, des cultures, de ce qui peut être fait, des sociétés qui vont vivre dedans. Et à chaque fois, il n'y a pas forcément de lien entre, en fait, le nombre de gens et la dégradation. Mais ça dépend du mode de vie. Il y a des endroits où l'augmentation de la population, c'est en fait accompagné d'une augmentation de la biodiversité, parce que il y a plus de gens qui vont entretenir des forêts, qui vont faire de l'irrigation, qui vont sauvegarder certains milieux naturels, et donc tout est possible, quelle que soit globalement la population. Tu parlais justement de local, et donc on parle parfois des limites planétaires, etc. Et il y a certaines limites planétaires, d'ailleurs si tu veux nous les citer, et il y en a certaines justement qui sont locales et d'autres qui ne le sont pas. Comment on appréhende justement ces différentes échelles au niveau mondial? Alors, ça change beaucoup selon les sujets. Effectivement, le climat, par exemple, une molécule de CO2 émise quelque part a le même effet qu'une molécule ailleurs. Et donc, ça veut dire aussi, en termes politiques, que mes émissions à moi vont pourrir le climat du reste de l'humanité. Pour d'autres sujets, par exemple, l'eau est vraiment liée à un bassin, un microclimat, etc. Et donc, on ne peut pas faire de calculs qui ont un peu le même problème que IPAD dont on parlait avant, où on calcule des consommations d'eau globales, alors qu'en fait, ces consommations sont des choses très différentes. Dans la consommation d'eau, il y a l'eau qui tombe de la pluie et qui, de toute façon, serait tombée. Il y a l'eau qui est prélevée de manière soutenable, il y a l'eau qui est prélevée de manière insoutenable, il y a l'eau qui est polluée parce que, et qui, du coup, n'est plus utilisable après. Et donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont différents et qui font que la question de l'eau et de la population, par exemple, c'est un sujet chaud à certains endroits, typiquement toute l'Afrique du Nord qui manque d'eau. C'est un sujet où, pareil, il peut y avoir des solutions qui sont changer les pratiques agricoles, parce que là aussi, les 80% de la consommation d'eau, c'est l'agriculture, et ça va être à l'échelle locale. Donc en fonction des ressources qu'il y a déjà, en fonction des cultures qui peuvent pousser, en fonction de ce qui est déjà dans les traditions locales, etc. Donc on parle justement de ces limites planétaires, Oui. et on parle de quelque chose régulièrement, c'est du jour de dépassement. Oui. On en parle en France, on a en général, à un moment de l'année, on nous dit qu'on a dépassé les limites de la Terre. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ce jour du dépassement? Est-ce que ça nous donne vraiment une valeur qu'on peut utiliser ensuite pour agir? Comment on peut se positionner par rapport à ça, nous, en tant que citoyens, quand on voit ce jour de dépassement et qu'on nous en parle? Alors ce jour de déplacement est un peu compliqué parce qu'il est calculé avec ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Et l'empreinte écologique, c'est un indicateur de ce que l'humanité consomme comme ressources renouvelables de la planète. Donc quand on prend les milieux agricoles, forestiers, etc., auxquels on a ajouté le carbone, en comptant la superficie d'arbres qu'il faudrait pour absorber nos émissions. Donc ça pose plein de questions sur déjà le fait que personne ne suggère de compenser toutes nos émissions avec des arbres. Donc c'est déjà un indicateur un peu embêtant. En fait, plus de la moitié de l'empreinte écologique, c'est du carbone. C'est aussi du coup un indicateur qui a à la fois des éléments locaux, donc ce qu'on consomme sur une forêt ou sur un champ, et à la fois des éléments climatiques qui sont globaux. Et ça ne prend pas en compte plein d'autres pollutions. Ça ne prend pas en compte la biodiversité, la pollution de l'eau, de l'air, etc. Donc c'est un indicateur qui donne une vague idée, qui n'est pas forcément inutile, des différences d'empreintes que peuvent avoir différents pays. Donc par exemple, ça nous dit que l'empreinte écologique d'un Américain, c'est 2 fois celle d'un Français ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un ordre de grandeur qui est pas forcément qui est intéressant. Sur la manière dont on vit, et on avait déjà parlé de différences de mode de vie, de différences de solutions, on revient à ça. Après, le jour du dépassement lui-même, par exemple, le jour où l'humanité sera neutre en carbone, il n'y aura plus de dépassement.
Est-ce qu'on aura réglé tous les problèmes écologiques? Non, on ne les aura pas réglés. Voilà. Ce qui est intéressant, ou qui est inquiétant, c'est que ce jour du dépassement, eh bien, il avance. Donc ça veut dire que sur pas mal de choses, donc notamment sur le carbone, mais pas que, eh ben, on va dans la mauvaise direction. Donc c'est une occasion de le rappeler une fois par an. Bon, c'est pas extrêmement rigoureux scientifiquement ce qu'il y a derrière, mais ça donne quand même une tendance. Ça permet de sensibiliser un petit peu. Voilà, ça permet d'en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup sinon. Mais... Et il y a besoin d'en parler. Voilà. Donc tu parlais aussi du fait que l'impact de certains pays est beaucoup moins fort. Il y a un débat qui est très clivant, c'est celui de l'immigration. Oui. Est-ce que le fait qu'il y ait des personnes qui aillent d'un pays où l'impact n'est pas fort et qui aillent dans nos pays à nous, c'est un problème, c'est quelque chose qu'on entend dans les débats aujourd'hui. Est-ce qu'on transforme des citoyens qui avaient une empreinte bas carbone en des citoyens qui ont une empreinte plus forte? Alors, en petite partie, à savoir que généralement ce sont des gens qui sont plutôt riches dans leur pays de départ et qui arrivent pauvres dans leur pays d'arrivée. Donc ils n'ont pas forcément un bond énorme de niveau de vie et de pollution en passant directement de l'un à l'autre. C'est vrai à court terme, c'est pas vrai et à petite échelle, parce qu'en fait quand on regarde le nombre de gens qui migrent, ça reste finalement peu. Il y a quelques millions de gens qui migrent chaque année et qui restent, qui vont dans des pays pauvres vers des pays riches. En fait, il y a beaucoup de migrations des pays riches ou des pauvres pauvres. La majorité des migrations sont pauvres et sont dans les pays proches. Et en fait, même la majorité des migrations, on n'en parle pas comme des migrations, mais elles sont internes. Donc voilà, on a très peur des migrations des pays pauvres vers les pays riches. C'est quelque chose qui est plutôt mineur à l'échelle de l'humanité. Et donc ça reste vrai donc à cette petite échelle. Dans un monde qui est soutenable écologiquement, il n'y a pas de raison que ça soit le cas. C'est-à-dire que si le Français moyen vit par exemple de manière neutre en carbone, quelqu'un qui arrive en France, il prendra a priori ce mode de vie-là. Et donc dire on aimerait bien que les gens ne viennent pas rejoindre notre mode de vie insoutenable pour garder ce mode de vie insoutenable, voilà, c'est embêtant. C'est quelque peu égoïste. Donc, d'après toi, le levier d'action de la population, il est quand même assez faible et il a, on va dire, un temps pour pouvoir vraiment être efficace qui est long. Mais donc concrètement, si ce n'est pas un levier d'action qu'on a aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme levier d'action pour lutter contre la crise écologique? On a beaucoup de leviers d'action, mais qui sont extrêmement complexes sur changer notre système économique, notre système agricole, etc. Donc c'est pas ma spécialité, mais j'en ai recensé un certain nombre qui sont de consommer moins, de passer à des énergies moins carbonées, qui sont à manger moins de viande, etc. Les grosses questions aujourd'hui sont plutôt sur l'aspect politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça, parce que globalement on sait ce qu'on doit faire dans les grandes lignes depuis un moment, mais manifestement on ne le fait pas. Et donc pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Alors beaucoup de questions, c'est là qu'est le débat. Aujourd'hui, s'il faut le résumer en une phrase, je dirais parce que les gagnants du statu quo sont les plus riches et les plus puissants, et ceux qui ont le plus à perdre à la crise écologique sont les moins riches et les moins puissants. Tu dis dans ton livre qu'on parle beaucoup du P de population, mais qu'on ne parle pas beaucoup du P de pouvoir. Donc j'imagine que c'est ça. Tout à fait, c'est le mot en P. Ouais. C'est un autre mot en P, mais qui a au final une influence non négligeable sur la crise écologique, d'après ce que tu dis. Voilà, il y a toute cette question des inégalités, mais après il y a toute la question qui est beaucoup plus large de quels sont les systèmes de pouvoir autour, de pourquoi, par exemple, en France, les propositions de la Commission citoyenne pour le climat sont sabordées par les ministères ou par les lobbies, pourquoi les pays n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour faire des efforts en commun, pourquoi est-ce que on a des croyances dans le progrès, la technologie qui nous sauverait, même si on voit que ça ne marche pas et que ça a peu de chances de faire la majorité du chemin, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement complexe, qui a plusieurs facteurs différents, donc j'en parle dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce sujet population, justement, est invoqué pour éviter de toucher à tout ça.
C'est-à-dire qu'on entend régulièrement des remarques du type si on était moins, on pourrait continuer à polluer autant sans s'embêter et donc ne rien changer. Et est-ce que c'est vrai que si on était moins, on pourrait continuer à Pas polluer comme forcément. ça? On revient sur les questions d'équation, d'IPAT, etc. Je pense que si on était moins, déjà on verrait ça comme une raison pour faire encore moins d'efforts sur l'écologie, qui est un peu moins d'urgence. Et si on était moins, on vivrait différemment. On aurait des maisons plus grandes, on irait peut-être tous en week-end à Ibiza tous les week-ends. Enfin, on aurait un monde différent. Qui ne résoudrait pas Qui forcément. résoudrait pas forcément, qui peut-être ferait un petit pas là-dessus, mais si c'est par exemple pour le climat, faire les mêmes émissions mais un petit peu plus tard, on a juste repoussé le problème. Donc on a pas mal parlé là de macro, on va dire, de population. Est-ce que c'est utile de diminuer la population dans les pays pauvres? Oui. D'après toi, c'est pas le cas. Mais d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, personnel pour les personnes, et nous, par exemple, si on se situe en tant que citoyen français, aujourd'hui, il y a un impact qui n'est pas négligeable. Si on prend le climat, il est facile à calculer. On sait qu'on est autour de 10 tonnes aujourd'hui, très loin des 2 tonnes. Et on nous dit... Alors en moyenne. Ah oui, en moyenne. Effectivement. Le français moyen n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui sont nettement moins et beaucoup de gens qui sont nettement plus. Effectivement. Et entre autres, dans les bilans carbone, on nous dit que ne pas avoir un enfant en moins, c'est s'enlever 60 tonnes de CO2 par an sur son bilan carbone. C'est un chiffre qui a été avancé et qui apparaît qui sur les ressort réseaux régulièrement. sociaux. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Parce que concrètement, est-ce que nous, en tant que citoyens, si ça nous coûte, entre guillemets, 60 tonnes par an d'avoir un enfant, est-ce que c'est une décision raisonnable à titre personnel de le faire? Alors ce chiffre est gigantesque, hein. Vous avez dit 10 tonnes par an par Français, ça voudrait dire qu'avoir un enfant, c'est comme si la pollution les émissions de 6 personnes. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? En fait, c'est une somme extrêmement théorique des émissions de ma descendance future dans très longtemps. Donc ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça considère des émissions hypothétiques, parce que ça considère que les émissions vont rester stables jusqu'à la fin des temps, ce qui n'est pas possible, parce que ça considère aussi que l'humanité va s'éteindre, sinon on aurait une somme infinie et ça serait embêtant aussi. Donc ce chiffre n'aurait jamais dû sortir. C'est un calcul très théorique qui n'a aucun sens à être comparé avec, par exemple, ne pas prendre un avion ou devenir végétarien. Moi, j'ai proposé un calcul alternatif, qui n'a pas de vérité absolue parce que, d'une part, cette question de responsabilité n'a pas de réponse indiscutable. À quel point je suis responsable des émissions de mes enfants, de mes petits-enfants, d'autres. Aujourd'hui, très difficile à dire. On n'a pas non plus de boule de cristal sur ce que seront les émissions par personne. Par contre, on sait qu'on a une trajectoire de neutralité qui est de réduire les émissions d'à peu près 6% par an. Ça atteint la neutralité carbone en 2050. C'est l'objectif idéal qu'on devrait suivre. Il se trouve que on avait parlé beaucoup de la question de société auparavant. Sur la question individuelle, et quand on se pose la question « moi, mes enfants, qu'est-ce que c'est ?» on a une marge de manœuvre. Et on est capable de se dire « la société va probablement pas faire ces 6% par an, elle fera un peu moins, et par contre, je suis capable de faire plus d'efforts. » Donc je disais, il n'y a pas de 10 tonnes, le français moyen n'existe pas. Je pense que les Français qui regardent cette vidéo sont à moins parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'avec un certain nombre d'efforts qui ne sont pas forcément héroïques, qui sont relativement simples, ils peuvent déjà le baisser pas mal. Et donc, si on suit une trajectoire d'émissions de 6% par an, qu'on considère que les enfants ont moins d'émissions que les adultes, parce qu'en fait, c'est le cas. Un enfant n'est pas un Français moyen qui a 10 tonnes par an, il a en fait relativement peu de consommation. On arrive autour de 1 tonne par an. Voilà, donc sur sa vie. Donc ça nous donne un ordre de grandeur qui n'est pas parfait, qui est discutable, mais qui n'a rien à voir avec ce 60 tonnes. Effectivement, entre 60 Voilà. et 1 tonne. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, avoir un enfant n'est pas entièrement neutre, en termes climatiques, écologiques ou autres, mais que ça reste relativement réduit par rapport à d'autres choses. Donc, les gens sont... ça ne donne pas une bonne raison d'interdire aux gens d'avoir des enfants.
mais chacun fait son choix comme il le veut. Parce que c'est vrai que quand on voit ce calcul, quand on voit ce tableau avec les 60 tonnes, on a Ça l'impression écrase tout le que, reste. on a l'impression que si on n'a pas d'enfant, on peut prendre Tout à l'avion fait. Et c'est ce tranquillement, que par disent exemple. un certain nombre de gens. Vous avez des enfants, vous êtes bien pire que moi qui vais 4 fois par an à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Ok. Tous les calculs de responsabilité sont aussi vus d'une certaine manière des calculs d'irresponsabilité. Et, Ça transmet la responsabilité vers ouais. autre chose. D'accord. Après, le fait d'avoir des enfants, est-ce que c'est juste un choix personnel au final, ou est-ce que c'est aussi une question sociétale aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on dit, même si c'est qu'une tonne par an pour nous sur notre bilan, mais ensuite cette personne-là aura aussi un bilan carbone plus tard. Donc, est-ce que c'est juste un choix personnel ou sociétal? Eh bien, étant donné que cet impact est relativement faible, pour moi, d'un point de vue philosophique, ça doit rester un choix principalement personnel. Mais là encore, c'est une question plutôt philosophique. On est d'accord que avoir un enfant est dans l'idéal un choix personnel, mais que cet enfant, il va aussi être imposé à la société, et on va lui-même lui imposer la société. Tu dis, on va lui imposer la société. Ouais. On est dans une situation où on ne sait pas trop de quoi sera fait demain, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que, du coup, il n'y a pas une inquiétude à avoir en tant que parent d'avoir un enfant qui va vivre dans un monde qui n'est peut-être pas soutenable? Alors c'est possible. Voilà, c'est à chacun de faire son choix là-dessus. Je donne un certain nombre d'éléments sur le livre sur en quoi les scénarios les plus catastrophiques sont peu probables, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont impossibles. Voilà. Il y a des chiffres gigantesques qui circulent, pareil, du nombre de morts qu'il pourrait y avoir en fonction du réchauffement ou autres, qui tous n'ont aucun nom de base. Mais néanmoins, on sait que ça va être un facteur de risque, un facteur d'instabilité mondiale, et que ça peut plus ou moins mal tourner, ce qui est une possibilité. Mais ce qui va dépendre, pareil, de la manière dont l'humanité y réagit. Et là-dessus, on n'a pas de boule de cristal. On peut être plus ou moins optimiste ou pessimiste selon sa situation et son ressenti, mais rien n'est gravé dans le marbre. Et est-ce que, si on se dit qu'on est plutôt pessimiste, est-ce que la question, est-ce que ça vaut la peine, une vie vaut la peine d'être vécue dans un monde insoutenable? Est-ce que c'est une question que les parents aujourd'hui se posent? Et bien sûr, beaucoup de parents se la posent. Il y avait eu un sondage participatif d'Arte il y a quelques années où à peu près les 2 tiers des parents disaient qu'aujourd'hui c'était un cas de conscience d'avoir des enfants face à la crise écologique. Donc à la fois pour leur impact personnel, dont on a vu qu'il n'est pas si important, et à la fois pour le monde dans lequel ils pourront peut-être vivre. Et oui, ce risque existe et n'est pas nul. Après, nos parents vivaient avec le risque de la guerre nucléaire, les parents de la génération d'avant pensaient au risque de guerre mondiale, et toutes les époques ont eu leurs risques. Est-ce que celui-là est vraiment pire que les autres? Je ne sais pas. On le saura plus tard. Il est différent. Et il y a aussi quelque chose qui, au contraire, dit que de renoncer à avoir des enfants, ça veut dire qu'on va laisser la place à des enfants qui auront une éducation qui n'est pas du tout écologique. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est vrai? Est-ce que C'est possible, c'est pas forcément très fort en fait. C'est plutôt aujourd'hui les parents qui éduquent leurs enfants sur l'écologie plutôt que l'inverse. Par ailleurs, s'il faut attendre que les enfants soient au pouvoir ou autre pour changer les choses, ça fait beaucoup de temps, ça arrive trop tard. Donc je pense pas que ce soit extrêmement important. pas forcément un critère pour Non. avoir des enfants? Une autre question que je voulais te poser, c'est que tu parles pas de l'adoption dans ton livre, mais ça pourrait être une alternative, justement, une autre Tout à fait. réponse. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé, même si tu n'en as pas parlé dans ton livre? Est-ce que c'est des Oui, sujets auxquels tu t'es intéressé? c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Effectivement, si adopter quelqu'un d'autre et lui apporter une vie meilleure est forcément quelque chose de souhaitable. Après, on sait à quel point les adoptions sont complexes et difficiles à vivre. Donc oui, c'est quelque chose
C'est quelque chose qui est un petit peu délicat sur ces sujets d'immigration. C'était ressorti quand il y a quelques années, certains avaient dit bah, plutôt que d'avoir des enfants, allez adopter des enfants dans des pays pauvres. D'une part, vous ne ferez pas une personne de plus dans l'humanité, et d'autre part, vous allez améliorer la vie de quelqu'un. Ça évidemment fait les choux gras de l'extrême droite. Donc c'est un sujet délicat. Est-ce qu'en écrivant ce livre, il y a des choses qui t'ont surpris, des choses que tu as découvertes, des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément? Alors beaucoup de choses, déjà ne serait-ce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet population, j'étais parti dans l'idée que c'était un sujet tabou dont on parlait peu et qui en fait était très important, mais finalement bah, pas tant que ça. C'est un peu ça qui a excité ma curiosité au début. Et après, en faisant les recherches, j'ai été frappé par beaucoup de choses, notamment la richesse de la littérature récente sur à quoi ressemblerait une société plus soutenable. Donc avec moins d'énergie, ou avec une alimentation soutenable, etc. Donc ça, quand on regarde tout ce qui est sorti dans les 5 dernières années, il y a vraiment des études, des rapports détaillés sur comment on peut y arriver. Et en fait, il y a plein de possibilités. Et il y a plein de possibilités qui sont pas forcément justement revenir au Moyen-Âge, qui sont se serrer un peu la ceinture, mais à partir du moment où c'est fait de manière juste, partagée, c'est tout à fait faisable. Une autre chose qui m'a surpris, c'est sur les sondages. On a beaucoup de sondages sur l'écologie où on a l'impression que les gens sont plus ou moins prêts à faire des efforts. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on demande aux gens est-ce que vous êtes prêts à vous serrer la ceinture tout seul dans votre coin, ils disent non. Ou est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices, etc. Et par contre, quand on leur demande est-ce que vous êtes prêts à participer à un projet de société qui inclut se serrer la ceinture, mais qui est décidé de manière démocratique, qui prend en compte l'égalité, la justice, le soutien aux plus faibles, etc. Là, en fait, il y a une très large majorité. Et donc, il y a ce dilemme de l'écologie où, selon la manière, la méthode, comment c'est amené, etc., les gens ont des réponses qui n'ont vraiment rien à voir. Très bien. Avant qu'on termine, j'aimerais te poser une question, c'est sur cette grande question de faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver l'humanité? Est-ce que tu pourrais nous donner 3 chiffres, 3 faits que, à ton avis, il faut retenir quand on se pose cette question-là? Oui, je dirais le premier, les émissions de CO2 dans les pays qui ont encore une forte natalité, donc au-dessus de 3,1 enfants par femme, c'est 3,5% des émissions de l'humanité. Voilà. C'est pas beaucoup, et ça augmente pas beaucoup. Ça reste, ça va même peut-être même baisser en pourcentage. L'autre second chiffre, ça serait sur la viande. Si l'humanité devenait végétarienne, demain, on libérerait les 3/4 des terres. Donc effet énorme. Et c'est vrai qu'au-delà du climat, beaucoup des autres problèmes écologiques sont des problèmes liés à l'agriculture. Que ce soit l'eau, les cycles de nutriments, la biodiversité, la déforestation, etc. C'est majoritairement des questions d'agriculture. Et donc là-dessus, on a cet angle de manger moins de viande qui est extrêmement important. Troisième chiffre, oui, si demain on mettait en place l'enfant unique et que la France suivait sa trajectoire de décarbonisation de moins 6% par an, autour de moins 6% par an, cet enfant unique réduirait les émissions cumulées de 2% en 2100. Ça correspond à pas beaucoup. C'est très peu. Donc en conclusion, il y a des mesures C'est pas plus voilà. efficaces. Oui, et plus souhaitable. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite aujourd'hui à avoir des enfants pour des raisons écologiques? Alors je lui dirais qu'avoir un enfant est un poids écologique non négligeable, mais qui sera probablement faible selon la manière dont cet enfant va vivre. Et donc la manière dont ils vont vivre en famille, les valeurs qu'elle va lui transmettre, etc. Et donc c'est un choix qu'elle peut faire. Il faut bien être conscient que cet impact ne sera jamais zéro, mais qu'il peut être relativement faible. Et après, j'espère que les gens qui ont des enfants considèrent que leur effet sur le monde ne se limite pas à leur bilan carbone, mais qu'ils pourront peut-être autre chose.